patron d'une très grande banque mondiale, membre du comité exécutif en charge du risque. Et on lui demande qu'est-ce que c'est en fait véritablement BAL 2. Et il nous explique que sa banque est autorégulée, donc dans BAL 2, vous pouvez choisir, soit vous avez des ratings extérieurs, soit vous avez des systèmes de rating internes avec des ICAA, P's, derrière lesquels il y en a plein. Et donc il nous explique pourquoi 7 régulateurs mondiaux ont permis à cette banque d'importance mondiale, je le souligne, de ne en aucun cas recourir à des ratings et à des systèmes extérieurs. Eux sont considérés comme the best in the world. Très exactement 2 semaines après, ils se sont pris la plus grosse perte sur des prises de risque par leurs traders dans cette année-là dans le monde bancaire. Je n'ai pas besoin de citer le nom, surtout que le nombre d'années est suffisamment grand. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce que l'on lit maintenant, que ça vient de Lehman par exemple, c'est que les régulations enfantent des régulations tellement complexes que la recherche de l'ensemble des acteurs, c'est les loopholes. Et donc, la régulation entraîne nécessairement des loopholes, puisque les personnes qui le font ne sont pas des opérateurs, que les opérateurs sont toujours plus malins que vous. Moi, j'ai beau connaître plus ou moins l'industrie de l'imprimerie, puisque j'y suis resté pendant 15 ans à côté du vrai qui s'y connaissait, Jean-Pierre Abels, il pouvait me raconter n'importe quoi. C'est lui qui connaissait, moi je ne peux pas connaître. Et donc, c'est le régulateur, il vient et il régule beaucoup trop. Et donc, j'ai juste un rêve. Pour moi, le régulateur devrait réguler l'autorégulation des secteurs. Et on ne sera économiquement, et le capitalisme d'ailleurs, doit se réguler et s'autoréguler aussi, parce qu'on doit essayer nous-mêmes de restreindre nos propres excès. Et ça, je crois que c'est la sagesse. Et la sagesse, malheureusement, elle n'est pas de ce monde. Je suis très curieux d'entendre les questions de la salle par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai demandé une question, mais je peux d'abord vous donner la possibilité. Xavier Messerville, je vous remercie d'abord pour ces brillants exposés où parfois j'avoue me perdre un peu. Moi j'ai une question que je voudrais vous poser par rapport à la crise financière, on peut dire même sociétale qu'on vit aujourd'hui. On a un problème de dette publique énorme, le problème de la Grèce, je crois que c'est l'Espagne ou le Portugal ce matin qui a été downgradé au niveau de Standard & Poor's. En Belgique, on n'est quand même pas trop mal non plus au niveau de la dette publique. Alors, à part faire tourner la planche à billets, est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres solutions? Comment est-ce que vous, les professionnels de la finance, vous voyez ça? Même Dominique Strauss-Kahn a eu la gentillesse de dire que la Belgique s'en était parfaitement tirée de 82 à Help Me 2000 et quelques. À partir de ce moment-là, on a de nouveau fait un petit peu... mais je vous rappelle qu'on était à 140... Enfin, on disait qu'on était, personne ne sait exactement à quel niveau on était, mais c'est quand même moins pire que la Grèce. On savait plus ou moins où on était. Je crois qu'on était à 140% du PNB en dette. On ne l'avait pas tout à fait défini, mais c'est pas grave. On était vraisemblablement vrai. Je vous ai dit ça tout à l'heure, la finance, c'est vrai à 30 à 40%. Ici, c'était sans doute vrai à une bonne dizaine de pourcents. On est descendu à 80%. Et on est descendu à 80% parce qu'il y a eu une volonté gouvernementale, et il n'y a pas eu de grand malheur. Il y a eu une contrainte, mais ils y sont arrivés. Donc moi, je crois que, effectivement, un État dynamique, c'est-à-dire agissant dans une certaine cinétique avec un projet et une stratégie bien déterminée, il n'y a aucune raison de ne pas résoudre le problème de la dette des États. Maintenant, ici, c'est vrai que la barre est mise très très haut. Pourquoi? Parce que la cinétique négative a été terriblement accélérée. Et donc, ce qui nous fait peur, c'est que le ballon, il a été envoyé très très vite. Et pour arrêter, c'est un ballon qui va très très vite. D'après moi, ça va mettre plus de temps. De là, le message aux actionnaires que l'on a écrit en ce qui concerne ce point tout à fait spécifique. Et naturellement, le problème, c'est quel va être l'impact sur la croissance future. Et c'est pour ça que moi, je suis un des pessimistes. Enfin, moi, peu importe, on n'a jamais raison, on n'a jamais tort quand on voit dans le futur. Mais je crains un impact sur le chômage plus important. Pourquoi? Parce que plus long. Et le problème sociétal naît de la longueur des phénomènes, jamais de l'importance des phénomènes. Et si on rentre dans une période de long chômage, c'est dramatique. Pourquoi? Parce qu'on va rompre les optimismes, on va assassiner l'entrepreneurship et on va connaître ces périodes qu'on a connues de 74 à 82, dur.
Et c'est ce qui nous fait peur. Donc des cycles économiques plus longs. C'est même pas en fait, à l'intérieur de cette période, il y a eu plusieurs cycles, mais en Belgique, qui s'est enferré dans ces problèmes pendant cette période-là, il y a eu des impacts sociétaux très forts. À l'université, moi, je ne pouvais plus parler de bénéfices et de profits en 81. En 81, quand je disais le but du contrôle de gestion, c'est de bien vérifier que l'entreprise fasse du profit, et attention, pas n'importe quel profit, il faut qu'on en fasse plus que le coût du capital qui nous a été confié, il y avait des étudiants qui se levaient en me disant « Monsieur, dans cette maison, comment osez-vous? Le profit n'est pas tout, vous devez penser aux employés. » Et il le disait avec vigueur. Ce sur quoi un libre exaministe ne peut normalement, et professeur de son état, ne peut pas réagir, et vis-à-vis desquels je réagissais, mais voilà. Moi, je dirais que, pour ajouter à cela, le problème des barrières de déficit qu'on a imposées aux États sont des barrières finalement assez politiques, parce que quelqu'un qui est dans la profession sait que c'est difficile de demander à quelqu'un de baisser la barrière quand elle est déjà montée très haut. Ce n'est pas en bad times qu'on demande aux gens de donner plus. C'est plus facile en good times de demander plus. Et donc, il y a un problème de liquidity buffer qu'il faut pouvoir... Et le problème, c'est qu'on dit aux gens, voilà, quand vous dépasserez la barrière de 3%, on viendra vous taper dessus. Mais si on vient taper dessus aux gens à ce moment-là, la marge de manœuvre qu'ils ont est nettement moins grande que quand ils étaient nettement en dessous. Et donc, quelque part, là, on en revient aujourd'hui, on dit, ben, tiens, il faudrait peut-être des mesures progressives dans le temps pour examiner l'évolution. Parce qu'une fois qu'on arrive là avec la barre, le coup près sous la gorge, c'est difficile, avec le coup près sous la gorge, de dire, maintenant, sautez. Maintenant, commencez à danser. Et donc, quelque part, là aussi, il y a un problème de gouvernance, quelque part, régulatoire. Parce qu'on en arrive à un point où on n'ose pas faire je dirais... On n'ose pas refuser la Grèce de faire partie de l'EMU parce qu'on se dit, sinon il y a l'Espagne derrière, il y a le Portugal derrière, donc la plupart des gens font un bail-out, on n'a même pas discuté beaucoup de est-ce qu'on doit faire un bail-out ou pas de la Grèce, parce qu'on sait bien que derrière, si on dit non à la Grèce, on aura le même problème que pour Lehman, c'est-à-dire pourquoi dit-on oui non à Lehman et oui à Goldman Sachs, etc. Donc je pense que là, il y a un problème politique majeur par rapport au coup près qui a été posé à l'époque. On est proche de l'heure à laquelle nous allons clôturer la séance. On va essayer quand même de respecter l'horaire de 14 heures. Moi, je voudrais encore, en ces conclusions, vous poser une question et faire une affirmation en même temps. Je vais demander est-ce que c'est juste de décoder tout ce que vous avez dit de la manière dont je le fais. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de finances ces jours-ci. Je pense aussi que suite à la crise, il y a également eu un appel dans la société pour aller vers une société qui est plus durable. Tout ce qui concerne le développement durable, je pense, fait quand même partie aujourd'hui aussi de la manière dont, quelque part, la société est interpellée sur son mode de fonctionnement. Alors, ma question à chacun d'entre vous, si j'essaye de comprendre ce que vous dites, en tout cas, je pense que ça me semblait le disait, est-ce que dans la finance, le développement durable veut dire qu'il faut se contenter finalement d'un rendement de 2 à 3% et qu'avec ça, on peut très bien vivre? Vous venez de confondre prime de risque et rendement. Donc, il faut rajouter à la prime de risque un, entre guillemets, taux d'intérêt à long terme normal. Ça n'existe pas. Donc, celui-là, il varie, par définition, il varie en fonction, justement, du marché, de l'offre et de la demande. Mais oui, je crois que sur le très long terme, il faut s'habituer à avoir des rendements qui ne sont pas des rendements qu'on a connus dans les 20 dernières années. Et la durabilité exige ça. Et la durabilité, elle s'impose à nous, en tant que parents, en tant que chargé de cours, soit professeur. Elle s'impose en tant qu'entrepreneur, ça me semble une évidence. D'où le fait qu'il faut plutôt regarder le produit a tendance à faire croire le contraire éventuellement. Par contre, si on raisonne en tant que financial planner, l'important est, quel que soit le produit qu'en tant qu'investisseur ou épargnant vous choisissez, vous regardiez votre richesse comme un financial planning dans le temps. Quelle partie vous voulez conserver pour éventuellement vos enfants plus tard, une maison plus tard, et quelle partie vous réservez au marché, et puis quelle partie éventuellement voulez-vous jouer. Mais alors là, à ce moment-là, c'est comme aller au casino, vous jouez sur une partie qui est restante de votre portefeuille. Mais il faut habituer les gens à plutôt, quel que soit le produit, à voir le problème en tant que financial planning problem, plutôt que
de savoir quel produit on va acheter. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux.